Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette année encore, vous m'avez fait l'honneur de me confier la fonction de rapporteur de notre commission sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation. Et sachez que j'en suis profondément heureux et fier de pouvoir approfondir cette question pour vous et avec vous. Cette mission s'articule autour de 3 programmes budgétaires complémentaires, vous le savez, dont les 2 premiers sont placés sous la responsabilité du ministère des Armées. Le programme 167, Lien entre la nation et son armée, qui retrace les crédits alloués à la journée de défense et de citoyenneté, au service militaire volontaire, ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique de mémoire. Le programme 169, Reconnaissance et répartition en faveur du monde combattant, qui regroupe les crédits permettant de financer l'ensemble des dispositifs au profit du monde combattant, au premier rang desquels le versement des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. Enfin, le programme 158, indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui relève du Premier ministre. Le projet de budget pour 2020 des 3 programmes de la mission s'élève à 2,16 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une diminution de près de 142 millions d'euros par rapport à la loi de finances pour 2019. Comme chaque année, cette baisse n'est que le reflet de la diminution naturelle du nombre de bénéficiaires des dispositifs de reconnaissance et de réparation, qui représentent à eux seuls 94% des crédits de la mission. Il s'agit bien sûr des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. Alors, faute de temps, nous allons nous consacrer sur les points les plus saillants du projet et nous reviendrons à travers vos questions sur les points particuliers. À l'instar des années précédentes, le gouvernement a fait le choix de corriger les iniquités issues de l'histoire. Cette année, nous avons, pour mémoire, en 2018, nous avons mis fin à la dichotomie qu'il y avait entre le taux du grade et le taux du soldat dans l'allocation de reconnaissance et l'allocation viagère en faveur des supplétifs rapatriés de leurs conjoints. En 2019, vous en souvenez, nous avons procédé à l'extension de la carte 62-64 qui se poursuit cette année et nous avons mis en place un plan d'action en faveur des harkis. Et vous allez le découvrir, vous l'avez découvert cette année, nous prévoyons de majorer la PMI touchée par les veuves des grands invalides de guerre qui ont consacré leur vie à soigner leurs conjoints lourdement blessés au combat. Donc il s'agit dans la ligne de cette majorité, de combler ce qui mettait des personnes en déséquilibre par rapport à la masse. Et cette année, donc, le projet de loi de finances instaure donc cette majoration de la pension militaire d'invalidité pour les conjoints survivants des grands invalides ayant agi comme tierces personnes en fournissant des soins constants pendant 15 années de vie commune. Concrètement, il s'agit de reconnaître l'engagement de celles, car il s'agit pour l'essentiel de femmes, qui ont consacré leur vie à prendre soin de leur mari ou de leur compagnon lourdement blessés au combat au nom de la France. Renonçant le plus souvent à travailler, elles n'ont que rarement cotisé ou si peu, et nombre d'entre elles se trouvent dans des situations financières difficiles après le décès de leur mari. Demain, elles recevront l'équivalent d'une retraite d'aide-soignante, car dans les faits, tel fut leur métier. En outre, l'année 2020 verra les pleins effets des mesures annoncées en 2019, comme je l'ai dit précédemment. Premièrement, l'élargissement du bénéfice de la carte du combattant aux militaires déployés sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, qui à terme concernera plus de 50 000 personnes. Et on en est à 30 000 personnes. Il reste encore 20 000 personnes à rendre bénéficiaires de cette mesure. Deuxièmement, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'action décidé par le président de la République en faveur des harkis. Permettez-moi également de vous dire un mot sur la politique de mémoire. La diminution de près de 30% de la dotation budgétaire qui lui est consacrée a suscité quelques inquiétudes et nourrira vos questions. Il va sans dire que je les comprends. Néanmoins, il me convient de rappeler les raisons de cette évolution et nous y reviendrons à travers vos questions. D'une part,
la fin du cycle du centenaire, qui a mécaniquement entraîné une atténuation de l'effort budgétaire en raison de la diminution du nombre d'événements commémoratifs, et d'autre part une contribution de 4 410 000 € de la part de l'ONAC-VG prélevée sur la trésorerie de l'établissement. Cette ressource complémentaire permettra de financer une large part des opérations d'entretien et de rénovation des nécropoles. Au final, l'effort de l'État en la matière paraît donc relativement constant. Toutefois, il nous appartiendra de demeurer vigilants à l'avenir, en lien avec la secrétaire d'État, car nous ne pourrons pas compter éternellement sur la trésorerie de la NAC-VG. Et dès l'an prochain, le niveau de dotation devra être rehaussé. Faute de quoi, il y aura lieu de réellement s'inquiéter quant à la préservation et à la transmission de la mémoire combattante et à l'entretien de notre patrimoine de pierre. Nous sommes donc à un seuil d'étiage et de l'avis de votre rapporteur, nous ne pourrons pas faire moins. À présent, permettez-moi d'aborder brièvement l'avenir de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, auquel j'ai consacré la partie thématique de l'avis que je vous rends. L'Office se trouve en effet à la croisée des chemins. En raison de la mutation et des mutations du monde combattant, confronté à la disparition croissante de ses membres, c'est d'ailleurs ce qui explique que le gouvernement ait confié à l'Inspection générale des finances, à l'Inspection générale de l'administration et au contrôle général des armées une mission sur l'avenir de l'ONAC-VG, dont les conclusions sont attendues très prochainement. Celles-ci nourriront le prochain contrat d'objectifs et de performance qui couvrira la période 2019-2023 et dont la mise en œuvre sera confiée à Madame Véronique Possel de Lélis, nouvelle directrice générale de l'ONAC. Au cours des 10 dernières années, l'ONAC a entrepris une vaste réorganisation qui l'a vu se séparer des établissements médico-sociaux dont il assurait la gestion et se recentrer sur 3 grandes missions. La reconnaissance et la réparation, l'accompagnement de ses ressortissants au travers notamment de son action sociale et la valorisation et la transmission de la mémoire combattante. Pour mener à bien ces missions, l'Office s'appuie sur son mode de gestion paritaire qui associe les représentants du monde combattant à tous les niveaux de décision, ainsi que sur son réseau de proximité constitué de 105 services départementaux, dont 3 sont situés en Afrique du Nord. Dans le champ mémoriel, l'Office assure l'entretien et la valorisation des nécropoles et de 9 hauts lieux de la mémoire nationale, dont la fréquentation ne cesse de s'accroître. Il n'en demeure pas moins que l'Office a vocation à évoluer. Peut-être faudra-t-il même qu'il change de nom, revenant à ses origines centenaires en se muant en Office national des combattants. Donc le grand A deviendrait un petit A. Quoi qu'il en soit, cette transformation de l'Office ne pourra être réussie que si lui sont donnés les moyens de poursuivre son action au sein du service du monde combattant. 5 axes de réflexion me paraissent devoir être pris en considération. Premièrement, les ressources de l'Office devront être confortées et sanctuarisées afin de permettre de poursuivre son action en faveur du monde combattant. Deuxièmement, le mode de gouvernance de l'Office pourrait être amené à évoluer afin d'associer davantage les dernières générations du feu ainsi que les familles. Dans mes auditions, j'ai reçu l'association des épouses de militaires et quand on sait qu'elles sont au premier contact de ceux qui développent le syndrome post-traumatique et que cela fait partie aujourd'hui de nos axes de développement les plus forts, je préconise que les femmes se retrouvent au conseil d'administration de l'ONAC. Troisièmement, l'action de l'Office a vocation à connaître un rééquilibrage au profit de ses nouveaux ressortissants, en développant toujours son action sur les jeunes anciens combattants, ceux dont je parlais, les blessés et les familles, pour coller à notre LPM à hauteur d'homme et au plan famille. Quatrièmement, le maillage territorial de l'Office pourrait être adapté aux nouvelles réalités territoriales. Si je suis convaincu de l'importance de conserver un réseau dense et de proximité des ressortissants, il nous faut développer des nouveaux outils tels les numéros verts ou s'appuyer sur les maisons d'administration qui seront développées ou des moyens de télécommunication visioconférence. Cinquièmement, et enfin, le positionnement de l'Office dans la mise en œuvre de la politique de mémoire mérite d'être clarifié, car il y a un nombre important d'acteurs qui interviennent en la matière et avec des compétences des uns et des autres qui se chevauchent parfois. C'est dommage. Mais vaut mieux qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent la même chose que personne du tout. Véritable maison des combattants, l'ONAC-VG
apporte un supplément d'âme grâce à son histoire et à l'engagement constant de ses personnels. Né des tranchées, il a évolué au cours des siècles afin de s'adapter à la transformation des conflits et aux mutations de la société. Sachons donc poursuivre ce travail et conforter l'Office national des combattants. Je vous remercie, mes chers collègues.